Comment devenir un top vendeur en immobilier? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comment devenir un top vendeur en immobilier? Tout le monde veut devenir un top vendeur ou une top vendeuse en immobilier. Il faut d'abord passer un certain nombre d'années sur un secteur pour maîtriser à la perfection votre secteur, votre quartier, votre métier. Le métier de négociation, de transaction immobilière est un métier ancré, un métier local. Plus vous travaillez longtemps sur un secteur, plus vous le connaissez, plus vous le maîtrisez. Alors oui, vous pouvez évoluer sur votre spécialisation, sur ce que vous faites, sur ce que vous préférez faire. Effectivement, le marché évolue. Le marché, c'est tous les différents acteurs, les acheteurs, les vendeurs, les prix, les types de biens, les mouvements, les mutations géographiques. Une usine qui ferme où il y avait par exemple 100 employés, 1000 employés, le Crédit Agricole qui est délocalisé dans une nouvelle ville et du coup le bassin de l'emploi a chuté. Il y a plein de nouveaux biens en vente sur le secteur et du coup l'immobilier baisse énormément puisque du coup il y a une énorme offre et il n'y a pas assez d'acheteurs en face. Pour devenir un top vendeur, il faut déjà passer un certain nombre d'années sur un secteur. Effectivement, si vous changez de secteur, vous allez devenir le petit novice du secteur. Alors vous aurez peut-être fondamentalement un grand savoir-être. Ça, le savoir-être, ça peut se développer avec le développement personnel, mais principalement, quand on est bon, on est bon. On peut s'améliorer, bien évidemment, c'est le but de s'améliorer en permanence, et il y a des gens qui ne veulent pas s'améliorer. Voilà. Est-ce que vous faites des formations? Est-ce que vous êtes passionné par votre métier? Si vous êtes passionné par votre métier, naturellement, vous progressez. Donc pour devenir un top vendeur, c'est pas compliqué, ça prend un peu de temps. Et progressivement, on s'améliore. Donc il y a une ancienneté, on s'améliore de manière permanente, notre savoir-être et surtout notre savoir-faire. Donc vous devez faire des formations aujourd'hui sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, des formations offertes gratuites par tous les supports immobiliers, que ce soit Se Loger, que ce soit Le Bon Coin. Vous avez des formations pour l'amélioration de vos annonces, pour toutes les techniques marketing. Donc le marketing, c'est la manière de commercialiser quelque chose. Donc vous devez vous former là-dessus. Vous devez également travailler votre gestuelle, votre méthode de vente, votre apparence, votre discours, vos questions. Un vendeur, il pose des questions. Vendre, c'est poser des questions. C'est pas baratiner, c'est pas parler. On peut parler 2 heures, mais on ne convaincra pas. En revanche, si on pose des questions, si on a des informations, on voit là où ça fait mal, on voit là où il y a un besoin, où il y a un problème, où les gens ont besoin de notre service. Dans l'immobilier, nous sommes dans un métier de service. Nous répondons à un besoin. Quelqu'un qui est un cadre dynamique pressé, qui n'a pas le temps de chercher un appartement ou de le mettre en vente ou de s'en occuper, ou pire, ou mieux à la limite pour nous, tant mieux pour nous, il ne veut pas s'en occuper. Donc, on questionne, on comprend le besoin, la douleur, le besoin du service que nous apportons et donc on y répond. Donc nous devons faire une bonne découverte. Donc un top vendeur et les meilleurs vendeurs passent 80% de leur temps à écouter tous les mots utilisés tout au long de la relation. Il n'y a pas que la rentrée du mandat qui est importante. Toute la relation est importante. La relation avec le vendeur. Est-ce que vous lui faites des suivis? C'est comme ça qu'on devient et qu'on devient de plus en plus bon en immobilier, qu'on devient un top vendeur, une top vendeuse en immobilier. Est-ce que vous faites des comptes rendus systématiques? Est-ce que vous faites l'effort de faire des comptes rendus sous Word que vous envoyez par mail enregistrés en PDF systématiquement avec des heures, avec des durées de visite? Oui, vous avez peut-être passé 1h30 dans la visite et les gens n'ont pas acheté. Est-ce que vous dites que vous passez 1h30 en visite dans votre compte rendu de visite que vous envoyez systématiquement? Il ne s'agit pas d'envoyer un simple SMS ou de faire un compte rendu au bout d'un mois ou d'une semaine ou rapidement dans la voiture entre 2 appels, 3 SMS, 3 WhatsApp, pressé avec le vendeur en disant « Oui, j'ai fait une visite, mais bon, finalement, ça ne collait pas. Bon, je vous tiens au courant, j'ai encore 2 visites la semaine prochaine. » C'est bien, mais c'est hyper frustrant. Vous appelez un vendeur, quand vous l'appelez au téléphone, il s'attend à une bonne nouvelle. Ou alors, vous fixez un rendez-vous. Le téléphone, c'est quelque chose d'assez dérangeant. Vous appelez quelqu'un, vous voulez lui parler tout de suite. Aujourd'hui, avec les messageries instantanées, c'est pas justement instantané. On envoie un SMS depuis un certain nombre d'années, plus de 20 ans maintenant, et on peut justement
envoyer de l'information et les gens en prennent connaissance et répondent quand ils le veulent. Mais quand on appelle quelqu'un, à moins de tomber sur le répondeur, et bien évidemment sur le répondeur, on laisse un message précis avec votre nom audible et vos coordonnées, on fait attention qu'il n'y ait pas de bruit autour, et sur votre propre répondeur important, vous mettez systématiquement un message d'accueil. Combien de fois j'appelle des revendeurs, que ça soit de professionnels de l'immobilier ou pas, et il n'y a pas de répondeur, ou alors le répondeur est saturé et plein en messages. C'est pas professionnel. J'ai aujourd'hui 44 ans en faisant cette vidéo. Quand je vois ça, mais vous n'êtes pas un top vendeur si votre messagerie n'est pas configurée et mise à jour. Combien de fois des gens partent en vacances, n'ont pas mis de messagerie, rentrent de vacances, au bout d'une semaine, n'ont toujours pas modifié leur messagerie. Moi-même en vacances, j'écoute mes messages. Moi-même le week-end, je réponds au téléphone. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais les top vendeurs, ils le font. Un top vendeur, c'est qu'une vente, ça se joue aussi peut-être le dimanche après-midi si vous avez un SMS du vendeur qui vous dit « Bon, finalement, demain matin, j'aimerais bien vous parler. Banco, vous l'appelez tout de suite. Alors, vous acceptez cette offre-là parce qu'il n'y a personne d'autre. » Bah oui, je suis d'accord. Si vous n'avez pas décroché parce que vous êtes dans une balade en famille, ce que je peux comprendre, bah, il se sera peut-être ravidé le lendemain matin en disant « Ouais, non, j'en ai parlé à ma femme, puis finalement, là, c'est l'hiver, c'est pas la bonne période, on va attendre l'été pour vendre. » Alors que finalement, il avait envie de vous parler et il s'engage verbalement au téléphone, il vous appelle. Quand on vous téléphone le plus possible, sauf bien évidemment si vous êtes en visite, mais faites l'effort des moments d'être incorrect vis-à-vis de votre famille ou incorrect vis-à-vis des visiteurs si vous voyez, et c'est aussi une grande opportunité d'écourter si ils vous disent qu'ils n'achèteront pas. Vous le sentez, mais vous n'arrivez pas à partir. Décrochez le téléphone et faites comprendre que ça pousse derrière. Il y a d'autres visiteurs, il y a d'autres appels et puis surtout, vous allez chez le notaire à 16 h. Donc là, je suis désolé, mais il va falloir qu'on écourte. On écourte pourquoi? Parce que ils ne sont pas prêts à acheter, ils ne veulent pas acheter. Donc on écourte. Donc voilà comment on devient un top vendeur. On dépasse ses limites, on fait toujours plus. Et on s'améliore continuellement. J'aime bien le japonais, c'est le mot kaizen, l'amélioration graduelle continue, de jour en jour. Souvent, et chaque semaine, je demande à certains négociateurs ou négociatrices de notre réseau s'ils ont travaillé telle ou telle phrase avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise, tel ou tel mot avec lesquels ils ne sont pas à l'aise. Et travailler, c'est pas uniquement le répéter dans sa tête, c'est le dire devant une caméra, de se regarder au minimum devant la glace dans le miroir, quand on se maquille ou même dans sa tête, mais en permanence. Il faut que vous soyez à l'aise avec vos mots. Il faut que vous améliorez votre discours de vente à chaque fois, systématiquement, de jour au jour, et que vous l'améliorez, vous le modifiez avec les années, et que vous décidiez maintenant de monter en gamme en disant « bon, ça, j'accepte plus, et ça, maintenant, je perds même plus de temps là-dessus. » Je le faisais au tout début, il y a quelques années, maintenant, je monte en gamme. Maintenant, j'ai beaucoup de demandes, les honoraires moyens sont supérieurs à ça. Aujourd'hui, on est avec telle personne sur tel niveau de relation. J'écourte, voire je décroche pas. Voir si j'ai des gens incorrects avec moi, je les bloque. Numéro tombe directement en messagerie, je ne le vois même pas. Les SMS de gens qui vous pourrissent la vie, interception, vous ne les voyez même pas. Il faut des moments être un petit peu extrêmes dans le sens où vous devez utiliser des méthodes obligatoires, ne pas décrocher. Quand vous savez que quelqu'un vous importune et que vous n'avez pas envie de travailler avec lui, faites-lui comprendre directement. Et si vous n'y avez pas, indirectement. Bloquez le numéro, il est en messagerie. Quelqu'un vous fait un faux bon sur une visite, exceptionnellement vous faites une grosse erreur, vous acceptez une deuxième visite, il ne vient pas et il ne revient encore pas. Vous faites une deuxième visite, il ne revient encore pas. Vous avez fait 2 fois l'erreur. Hein. La première erreur, ce n'est pas de votre faute, il vous a planté. Mais la deuxième erreur, c'est vous qui avez accepté le rendez-vous. Et qu'est-ce qui se passe? Il a encore un empêchement. Alors la première fois, c'était dans la famille, il y a un mourant. Et puis la fois d'après, finalement, on a changé d'avis, on ne vend plus. Ça, c'est véridique, c'était la semaine dernière. Non, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas bien dans leur tête, ils ne sont pas prêts à vendre. Être prêt à vendre, surtout quand les gens ont fait 30 ans dans une maison ou dans un appartement, des moments psychologiquement c'est instable, on va où? Mais on ne prend pas de mandat, encore une fois, je l'ai déjà fait, c'est l'objet de 2 vidéos, de mandat si on ne sait pas où va le vendeur. Monsieur, je vais vous vendre, mais moi je ne prends pas de mandat de vente si vous ne me dites pas que vous n'êtes pas en recherche active ou si vous n'avez pas déjà signé un compromis. Ou si vous n'êtes pas déjà propriétaire, parce que je vais vous vendre. Et si l'acheteur paye comptant, dans 30 jours, on passe à l'acte. Il y a un projet d'acte, il n'y a même pas de compromis. C'est directement le projet d'acte en recommandé. Et dans 30 jours, on signe l'acte. Ah bah oui, mais dans 30 jours, on n'est pas prêt. Mais c'est pas que 3 ou 4 mois, monsieur le vendeur. Vendre, c'est vendre. Vendre, c'est être prêt à vendre. Donc vendre, c'est aussi un prix. Alors le prix est peut-être bradé,
Mais le prix, c'est le prix du marché. Alors bradé par rapport à vous, mais par rapport à quoi? Non, c'est l'acheteur qui paye le prix. Et s'il n'y a pas d'acheteur, votre bien, il vaut rien, vous le gardez. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais un prix sur un marché, c'est quand il y a une transaction. Sinon, c'est une valeur dans sa tête. Et ça, on peut vivre toute sa vie dans un rêve, mais ce n'est pas la réalité. Et on ne le vivra jamais, donc on est malheureux. Donc pour réussir à vendre dans son projet de vie, pour avancer, il faut accepter un prix. Voilà ce que je vous conseille de faire et d'appliquer pour être un top vendeur, une top vendeuse et donc vous améliorer. Un top vendeur, une top vendeuse, il ne l'est pas du jour au lendemain. On le devient progressivement. Donc je vous incite vraiment à vous enraciner sur un secteur, à ne pas changer de secteur. Alors vous pouvez changer de structure, avoir des clauses de non-concurrence et donc là du coup vous êtes coincé. Vous pouvez par exemple pendant 2 ans ou même des moments pendant 5 ans, si vous avez vendu une agence immobilière, vous voulez retravailler sur le secteur, ça peut être 5 ans. Une clause de non-concurrence, c'est daté dans le temps, en général c'est 2 ans et c'est limité géographiquement. Mais ce n'est pas tout un département pendant 10 ans. Non, là ça ne tient pas ça. Voilà. Et la plupart du temps, les clauses de non-concurrence, je peux vous le dire, que ce soit en banque ou en immobilier, ça ne tient pas vraiment, quoi. Alors, moi, je fais du recrutement depuis un certain nombre d'années maintenant. Quand on me parle de non-concurrence, c'est que les gens ont peur dans le cadre d'un entretien de recrutement pour rejoindre notre réseau je suis agent-immobilier.com. Quand les gens sont morts de trouille avec la clause de non-concurrence, bon, écoutez, vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à changer de structure. Je vous dis que la clause de non-concurrence, je l'ai regardée, il n'y a rien en craint. Maintenant, vous êtes mort de trouille, vous n'êtes pas prête. Donc, il faut d'abord vous rassurer. Voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Et l'expérience, c'est les erreurs qu'on a faites. Et le temps qu'on a passé, qu'on a perdu sur des trucs qui ne servent à rien. Donc ce qu'il faut, c'est être efficace. Et pour être efficace, il faut s'améliorer continuellement. On fait des erreurs tous les jours, on est des êtres humains. Il faut être tolérant avec les erreurs. Il faut être tolérant si les gens s'excusent. Ça peut arriver de faire une erreur. Elle peut être grave, ça arrive, tant que ce n'est pas intentionnel. Parce que là, ce n'est pas grave, c'est du pénal des moments. Mais si ce n'est pas intentionnel et que les gens s'excusent, il faut avancer. Parce que si on se fâche au moins de problèmes, surtout dans l'immobilier, on n'avance pas beaucoup. Donc, il faut avancer, mais surtout, il faut tenir tous les acteurs informés. Et selon moi, c'est ma vision personnelle, dès qu'il y a une information, même négative et surtout négative à transmettre, on la transmet tout de suite. On n'essaye pas de la masquer, de la cacher, de la repousser. Exemple, j'étais en vacances, je fais construire une maison, il y a une emprise au sol, l'emprise au sol a été dépassée. Bon, le permis de construire n'est pas possible. L'emprise au sol est dépassée. On attend mon retour de vacances pour me prévenir. Bon. Il ne faut pas attendre le retour de vacances de quelqu'un pour prévenir. On va gâcher ses vacances, non. Mais au final, on perd 2 mois, on perd 3 mois et le projet peut être complètement remis en cause. Le vendeur aussi a une responsabilité. Et ce n'est pas uniquement se fâcher avec son client, enfin il ne va pas se fâcher lui, mais il peut se faire enguirlander entre guillemets, parce que l'acheteur, le client va le prendre mal. Mais plus vite on informe, ça c'est ma politique, d'une erreur qu'on a commise, plus vite l'orage est passé. Et puis on prend une douche et puis on avance. Mais il ne faut pas masquer les problèmes. Voilà ce que je vous conseille. Et je voulais faire ce petit point sur les problèmes, parce que les problèmes, on en a tous les jours. Et le problème des moments, ça vous met le moral à vide pendant plusieurs nuits blanches. Donc quand il y a un problème, on fait des erreurs, on est des êtres humains, on l'assume. Si la personne derrière, elle le prend mal, elle se fâche, vous ne pouvez pas juger de sa réaction. Et des moments, on ne peut rien faire. Vous excusez, voilà, maintenant vous n'allez pas vous mettre à genoux. On fait des erreurs. Bon, c'est pas intentionnel, je dis pas que c'est pas grave, il faut pas utiliser ce mot-là, il faut rien minimiser, mais en tout cas, c'est à la personne en face de comprendre si elle a envie de continuer à travailler avec vous. Donc bien évidemment, le but c'est de faire le moins d'erreurs possible, mais faire des erreurs, ça arrive. Et il n'y a rien de parfait, on est des êtres humains, que ça soit vis-à-vis de l'urbanisme, que ça soit vis-à-vis des notions au cadastre, des moments, il y a des différences. Ce que vous trouvez sur le cadastre, des moments, c'est pas la réalité. Donc un géomètre expert, lui, c'est la vérité absolue. Voilà. Pour devenir un top vendeur immobilier ou une top vendeuse, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine, on me dit que l'habit ne fait pas le moine. Je regrette, l'habit permet de rentrer dans le monastère. Même si vous n'êtes pas moine, si vous portez un habit de moine, si vous avez la coupe de cheveux du moine, vous êtes physiquement un moine. Et quand on voit un agent immobilier, on s'attend à voir un agent immobilier, c'est-à-dire être ponctuel et présenté comme un agent immobilier. Avoir une sacoche, avoir des outils de travail, avoir du matériel, de photographie, de visite virtuelle, de vidéo, prendre des notes, faire des plans, prendre des mesures, poser des questions, s'intéresser, lire des diagnostics, avoir un book professionnel et surtout être habillé professionnellement. Vous avez une fois l'occasion de faire une
première bonne impression. Donc, allez chez le coiffeur régulièrement. Je vous conseille d'y aller chaque semaine. Investissez dans votre présentation. On préfère s'adresser à quelqu'un qui est beau. J'ai une fois rencontré une Anglaise qui m'a dit « Si tu veux rencontrer une belle femme, habille-toi bien. » En anglais, c'est « If you want to have a beautiful girl, dress beautiful ». En anglais, il y a 2 fois le même mot. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un de beau, habille-toi beau. Si tu veux avoir l'air d'un agent immobilier prestigieux, efficace, qui a du succès, habille-toi avec des vêtements d'une certaine valeur, d'une certaine présentation. Sois élégant. Un tailleur pour une femme, c'est mieux qu'aller en jean troué, même si c'est à la mode, et les baskets. Et si on a des tatouages, on peut peut-être un peu les masquer. Voilà, l'apparence est très importante. Si vous avez les cheveux teints en rose, c'est moins professionnel que si vous êtes brune ou blonde, platine ou pas. Mais il vaut mieux être dans la norme. Et quand on s'attend à voir un agent immobilier, l'apparence physique est très importante. Donc investissez sur une manucure si vous êtes une femme ou même un homme. Investissez sur un barbier si vous avez une barbe. Investissez sur un coiffeur, sur des vêtements, sur des souliers. La chaussure est très importante. Ne venez pas avec des baskets. Nous sommes des professionnels. Quand j'étais banquier, le costume, cravate et les souliers vernis étaient impératifs. Et si vous portez une cravate, s'il vous plaît, pas comme ça. Le dernier bouton fermé et la cravate fermée avec un nœud double Windsor. Vous allez sur un tutoriel YouTube, vous savez faire un nœud double Windsor des 2 côtés. C'est le nœud le plus prestigieux aujourd'hui. Pas de nœud décalé comme on fait aujourd'hui d'un côté. Ça ressemble à rien. Les militaires font du double Windsor. Soyez professionnels. Voilà, c'est très important d'investir sur votre présentation. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il permet de vendre des maisons quand vous êtes agent immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo pour devenir un top vendeur, une top vendeuse, vous pouvez la liker, vous abonner à cette chaîne et nous dire si aujourd'hui vous êtes un top vendeuse ou une top vendeuse dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez m'appeler personnellement, vous aurez les coordonnées à la fin de la vidéo. J'aurai une belle proposition à vous faire pour vous rejoindre notre réseau. Je suis agentimmobilier.com, ouvert aux top vendeurs et aux top vendeuses. À très bientôt, excellente journée.